Bonjour les amis, je suis le docteur Baréli Jean-Marc, médecin urgentiste, j'ai 50 ans et si j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'estime que la situation aux urgences est devenue dramatique. Tous les professionnels de santé travaillant aux urgences savent que la situation est dramatique déjà depuis de très nombreuses années et cela s'aggrave d'année en année jusqu'à devenir très compliquée et très préoccupante pour l'été prochain, c'est-à-dire les mois de juillet et août prochains. Comme je vous l'ai dit, j'ai 50 ans, je suis urgentiste. Mes premières gardes aux urgences l'ont été quand j'étais étudiant en médecine à Paris. Ma première garde, je pense que c'était en 1992 à l'hôpital Lariboisière. Je me souviens très bien de ma garde, c'était il y a déjà 30 ans. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours voulu être médecin aux urgences. Maintenant que je le suis, je me demande si je vais encore être urgentiste très longtemps. Je vous explique tout cela parce que je suis en même temps fier d'être urgentiste et en même temps j'ai honte de travailler aux urgences actuellement en France. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que je suis convaincu que la situation ne s'arrangera pas. Je suis convaincu que la situation se dégradera dans les années à venir. Et l'été prochain s'annonce très très chaud dans tous les sens du terme. Et c'est le premier été, je pense, de plusieurs étés et après plusieurs années qui s'annonceront catastrophiques au niveau du service de santé en France et des urgences en particulier. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pourquoi je suis en train de faire cette vidéo? Parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je craque. Je n'en peux plus de me plaindre tous les jours à mon travail. Je n'en peux plus de voir un système totalement schizophrène et lâche. Je n'en peux plus de voir ce gâchis qui se passe aux urgences, alors que l'on se vantait, nous, Français, d'avoir l'un des meilleurs systèmes de santé au monde il y a encore 20 ans. Je pense que cette époque est révolue et je pense que cette époque n'est que de l'histoire ancienne. Alors, je vais vous expliquer un petit peu cette chronique des urgences, cette chronique d'une mort annoncée des urgences en France. Je pense que nous sommes à la croisée des chemins, vraiment au niveau de notre système de santé. Quand on est à la croisée des chemins, soit on reprend le bon chemin, ou soit on poursuit sur le mauvais chemin. C'est à la croisée des chemins que l'on peut décider de changer son trajet pour éviter le gouffre. Parce que si on ne change pas de trajet, dans les années à venir, ce qui nous attend, c'est le précipice. Ce qui nous attend, c'est le fossé. Et ce qui nous attend, ça sera une chute de très haut, même si je pense qu'on est déjà arrivé bien bas. Alors, je vais, avant d'aller plus loin, avant de vous expliquer ce qui se passe aux urgences en France, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que le métier de médecin urgentiste. Parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce qui se passe aux urgences. Beaucoup de gens ignorent totalement ce qui se passe aux urgences. Beaucoup trop de Français, en fait, se désintéressent totalement de ce qui se passe aux urgences, sauf le jour où, par hasard, c'est toujours par hasard, sauf le jour où ils se retrouveront aux urgences sur un brancard à attendre des heures et des heures et à ne pas savoir exactement ce qui se passe. Le monde des urgences est un milieu à part, est un milieu finalement méconnu des Français. Et c'est pourtant un milieu qui est très important. C'est un milieu qui est en fait un concentré de ce que représente la société. Et plus particulièrement pour nous Français, la société française, une société qui elle aussi se dégrade. Et c'est à mon niveau, au niveau des urgences, que je vais vous expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qu'un médecin urgentiste? Un médecin urgentiste est un docteur en médecine qui a choisi de travailler aux urgences. Alors, qu'est-ce qu'un docteur en médecine? Eh bien, je vais vous expliquer le parcours de l'étudiant en médecine qui dure plusieurs années. Alors, un étudiant en médecine, c'est un élève qui a eu son bac, qui va s'inscrire à l'université et qui va choisir de faire des études de médecine. Jusque-là,
c'est facile à comprendre. En France, faire des études en médecine, ce n'est pas anodin. La première année de médecine est une année terriblement difficile. C'est un concours très difficile, bien connu de tous les étudiants. C'est la fameuse P1 avec un numerus clausus, c'est-à-dire c'est un concours. Voilà, c'est un concours où 10% de ceux qui se présentent en médecine seront pris en deuxième année. Déjà, ceux qui s'inscrivent en médecine, ce ne sont pas des glandeurs, ce sont des travailleurs, ce sont des élèves qui très souvent, avaient de très bonnes notes déjà dès le collège et le lycée. Ce sont des gens qui ont eu le bac, souvent avec une mention bien ou très bien, donc ce sont des bosseurs. Donc c'est une sélection où 10% des bosseurs seront pris pour avoir la chance de faire des études en médecine en France. Ce sont des études où on ne peut redoubler qu'une seule fois. C'est-à-dire que si on loupe son redoublement, on ne peut plus faire des études de médecine en France. À mon époque, quand j'étais étudiant en médecine, il y a une trentaine d'années, donc ceux qui n'arrivaient pas à avoir leur deuxième année, enfin leur première année, étaient obligés de faire des études en Belgique ou ailleurs, ou alors ils faisaient autre chose. Alors, ils faisaient infirmier, prof de sciences nat, ou autre chose. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la première année de médecine est une année très difficile. C'est un sacrifice énorme. Pour ma part, je me souviens, quand j'ai passé ma première année, c'était en 1990, j'ai eu la chance de l'avoir eu du premier coup, mais je dis bien, j'ai eu de la chance. À cette époque-là, je me souviens avoir travaillé de septembre jusqu'à juin, non-stop. Il faut que vous vous mettiez à la place d'un étudiant en médecine en première année. C'est un étudiant, s'il veut espérer avoir sa première année, il ne sortira pas pendant 9 mois. Il va travailler 14 à 15 heures par jour pendant 9 mois. Alors, de temps en temps, il s'octroiera des jours de repos pour souffler, pour ne pas devenir fou. Mais d'une façon générale, il n'a que ça dans la tête de septembre jusqu'à juin, en ayant espoir d'être pris dans les 10% des meilleurs. Voilà. Donc ça, c'est une première année qui est dans le souvenir de tout étudiant en médecine, qui marque un étudiant en médecine à jamais. C'est un sacrifice où l'on donne finalement une année de sa vie pour pouvoir exercer ce très beau métier tout le reste de sa vie. Donc ça, c'est la première année. Quand on a eu la chance, après des heures et des heures, des centaines d'heures de travail, bien entendu, lorsqu'on a eu la chance d'avoir eu sa première année de médecine, on passe en deuxième année. La deuxième année de médecine est une année importante parce qu'il y a un gros volume de connaissances à acquérir. Alors certes, la première année est indélébile dans la mémoire d'un étudiant en médecine, mais la deuxième année, je pense que c'est l'année la plus volumineuse en somme de connaissances à acquérir. Alors certes, il n'y a plus le stress du concours de la première année, mais la deuxième année est quand même une année importante parce qu'il y a toutes les sciences fondamentales à acquérir, c'est-à-dire de la biologie cellulaire, des sciences fondamentales, de l'embryologie. L'embryologie, c'est l'étude de la croissance du fœtus et de l'embryon dans le ventre de la mère. C'est de la biochimie, c'est de l'anatomie. L'anatomie, c'est un programme absolument énorme. Imaginez apprendre tous les muscles, les tendons, les nerfs, les vaisseaux, les organes du corps humain. Vous avez la physiologie. La physiologie, c'est apprendre le fonctionnement du corps humain, etc., etc. Bref, ce sont des tas de matières que vont apprendre les étudiants en première et deuxième année, et aussi un petit peu en troisième année. Ce sont des tas de matières qui sont en fait les bases pour comprendre le fonctionnement du corps humain. Voilà. Donc c'est vraiment la base que doit acquérir un étudiant en médecine pour pouvoir évoluer après dans son métier. La troisième année est une année de transition. La troisième année, en fait, est une année, elle aussi, importante,
parce que l'étudiant en médecine mettra pour la première fois de sa carrière, on va dire, le pied à l'hôpital. Le pied dans l'hôpital est un moment très important pour l'étudiant en médecine parce que pour la première fois de sa vie, il fait connaissance avec le milieu de la maladie, des malades, de la souffrance, mais aussi de la mort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une trentaine de villes en France qui dispensent des études de médecine. Donc une trentaine de villes en France qui ont une faculté de médecine. Et c'est au sein de l'hôpital de cette ville que l'étudiant en médecine va faire ses premiers pas et ses premiers stages. Les trentaines de villes, c'est bien entendu Paris, Lyon, Marseille, etc. Mais vous avez aussi des villes de taille moyenne comme Amiens, Poitiers, Besançon, etc. Bref, a priori, les 30 principales villes de France. Cette troisième année de médecine donc se partage en fait en des stages à l'hôpital et des cours à la fac. À mon époque, je faisais les stages à l'hôpital le matin et j'allais en cours à la fac l'après-midi. Ça, je vous dis, c'était il y a 30 ans à peu près. Depuis, l'organisation est restée sensiblement la même, sauf que certains hôpitaux, certaines facs, parce que chaque faculté est indépendante l'une de l'autre, même si bien entendu le programme est sensiblement le même. Il y a des facs qui vont faire plutôt 6 semaines à l'hôpital, donc du matin jusqu'au soir, et 6 semaines à la maison et à la fac pour apprendre dans les livres. Donc la troisième année est une année charnière où l'on quitte l'apprentissage des sciences fondamentales et on se met à rentrer de plus en plus dans l'apprentissage de la pathologie et des diverses spécialités en médecine. Ce qui nous amène à la quatrième année, où là vous avez toujours des stages à l'hôpital, donc 4e, 5e, 6e année. L'étudiant sera en stage à l'hôpital et continuera à prendre ses cours à la fac. En 4e année, l'étudiant est officiellement ce que l'on appelle un externe à l'hôpital. L'externe à l'hôpital est un statut très bizarre, très hybride, très à part. C'est, en tout cas dans mes souvenirs, mais dans le souvenir de nombreux docteurs, l'externat, c'est finalement un sale moment à passer pour un étudiant en médecine parce que quand il est externe à l'hôpital, il se fait exploiter. Il apprend quelque chose ici et là, mais pas tant que ça. Il sert surtout finalement de main-d'œuvre gratuite, corvéable à merci, une sorte d'esclave des temps modernes. Dans un milieu à part qu'est l'hôpital public français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'externe est finalement la bonne à tout faire. C'est celui qui va chercher les scanners en radiologie, c'est celui qui va trier les dossiers, c'est celui qui va même nettoyer les pièces, c'est celui qui va rendre des tas de services, c'est celui qui fera toutes les basses besognes qui peuvent être faites à l'hôpital, d'autant plus qu'avec la réduction des effectifs administratifs, il y a de moins en moins d'aides-soignants, de secrétaires et autres brancardiers à l'hôpital, et c'est donc l'externe qui doit faire tout ce travail pour, bien entendu, pas un rond. Pas un rond, c'est presque ça. Je vous donne juste le salaire d'un externe donc, qui travaille finalement à mi-temps à l'hôpital. Hein. Un externe, donc en 4e année, gagne à peu près 100 € par mois. Voilà. Et pourtant, il travaille à mi-temps. Travailler à mi-temps, c'est un vrai travail à mi-temps. C'est-à-dire que quand il est en stage en chirurgie, il est au bloc opératoire, il fait aide opératoire, il va examiner les malades. Quand il est dans un service lambda, il va faire toutes les demandes d'examen, la récupération d'examen, l'examen clinique, la tenue du dossier, etc., etc. Donc il va rendre un sacré service à l'institution hospitalière. Tout cela en échange de quelques conseils de ses aînés, c'est-à-dire de ses chefs et de ses internes. Mais quand vous faites un petit peu la balance entre ce que l'externe va apprendre à l'hôpital et la masse de travail non médical qu'il va donner à l'hôpital, vous voyez très bien que ça penche nettement du mauvais côté.
Donc cet externat, ce premier pas de l'étudiant en médecine à l'hôpital, est un moment très bizarre. C'est un sale moment. C'est un moment où l'externe va se sentir seul, va se sentir surtout en même temps utile et inutile dans son travail, dans sa future formation professionnelle. Et c'est surtout là où il va se rendre compte qu'il y a une pression absolument extraordinaire exercée sur l'étudiant en médecine et sur le médecin en général, c'est-à-dire qu'on va lui faire comprendre qu'il n'est rien du tout, que c'est une merde et qu'il ne sait encore rien du tout et qu'il doit fermer sa gueule et juste être là à faire ce que ses chefs lui disent de faire s'il veut ne serait-ce qu'avoir son stage validé. Donc en fait, pour résumer, l'étudiant en médecine, dès qu'il arrive en 4e, 5e, 6e année, va continuer à apprendre à la fac son futur métier. En 4e, 5e, 6e année, il va apprendre à acquérir les connaissances de certaines spécialités comme la cardiologie, la pneumologie, la néphrologie, c'est l'étude des reins et de leur fonctionnement, l'endocrinologie, ce sont les hormones, l'hématologie, c'est le sang, etc., etc., etc. À mon époque, c'est ce qu'on appelait des certificats. On avait, je ne m'en souviens plus, mais 24 à 26 certificats à valider en 3 ans, donc 4e, 5e, 6e année. Et en même temps, on devait aller en stage, c'était des quadrimestres, c'est-à-dire que par an, finalement, on avait 3 stages de 4 mois. Donc finalement, sur les 3 dernières années, nous avions une douzaine de stages à valider à l'hôpital. Et c'est lors de ces stages-là qu'on se rend compte que l'étudiant en médecine est maltraité. Il est maltraité pour plusieurs raisons. Déjà, à l'époque, l'institution hospitalière n'allait pas si bien que ça. Les médecins, les professeurs, les chefs, les internes avaient souffert énormément pour en arriver là. Et c'est le syndrome classique, c'est lorsqu'on a souffert, eh ben, on fait souffrir l'autre pour équilibrer un petit peu psychologiquement sa balance. Donc l'étudiant en médecine, l'externe à l'hôpital, est maltraité. Il est pris pour une merde, et on arrive pour les plus faibles d'entre eux à le convaincre que c'est une merde inutile et qu'il ne vaut rien. Donc, j'en reviens au résumé de la situation. On a sélectionné l'étudiant en médecine en première année sur sa capacité de travail et sur sa capacité à souffrir. Durant ces années de stage à l'hôpital, cette capacité de travailler propre à l'étudiant en médecine et cette capacité à endurer ce qui est finalement insupportable ou ce qui serait insupportable pour d'autres, tout ce profil de l'étudiant en médecine, c'est-à-dire finalement un travailleur docile qui est prêt à gravir tous les défis qu'on lui impose, ce profil de l'étudiant en médecine va être mis à profit par la structure hospitalière pour l'exploiter au mieux. Le premier contact de l'étudiant en médecine avec les urgences se fait lorsqu'il est externe. C'est d'ailleurs à cette époque-là que beaucoup d'étudiants en médecine sont dégoûtés de travailler aux urgences. Imaginez, vous êtes de garde aux urgences, vous avez à peine 21 ou 22 ans, vous êtes de garde 24 heures aux urgences dans un CHU, donc a fortiori une grande ville qui reçoit énormément de gens, avec tous les cas sociaux, tous les clochards, tous les alcooliques, tous les SDF, tous les cas psychiatriques, tous les marginaux, etc. Vous avez à peine 21 ou 22 ans. Vous ne connaissez pas grand-chose de la vie. Vous êtes confronté à la dure brutalité et réalité des urgences pendant 24 heures. Vous ne savez pas encore grand-chose, vous voyez des tas de cas à gérer qui pour vous sont absolument ingérables, et tout cela pour 50 € en moyenne par garde. Ça doit varier suivant les hôpitaux, suivant les années d'études, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que vous devez travailler pour 2 € de l'heure pendant 24 heures à faire des points de suture à des gens alcoolisés, à faire des plâtres, à faire des examens,
à mettre des doigts dans le cul des gens pour examiner leur prostate, à apprendre plein de choses sur des gens qui sont souvent, enfin en tout cas pour certains d'entre eux, sales, malodorants, vieux, etc., etc. Donc je peux vous affirmer qu'un étudiant en médecine normalement constitué cérébralement, quand il fait ses premières gardes aux urgences lorsqu'il est en 4e ou 5e année, est dégoûté de travailler aux urgences dès ses études de médecine. C'est-à-dire qu'il ne s'orientera pas vers ça plus tard. Et puis, vous avez les autres stages des externes, au bloc opératoire. Vous pouvez être des heures et des heures au bloc opératoire, debout. Moi, je me souviens, à mon époque, lorsque j'étais donc étudiant en médecine, c'est-à-dire finalement, là, quand j'étais en 4e, 5e année, donc dans les années 80, 94, 95, il m'est arrivé d'être en stage en chirurgie, au bloc opératoire, pendant des heures et des heures la nuit, à aider un chirurgien qui ne se soucie guère de moi, qui ne se souvenait même pas de mon prénom. C'était « et toi là, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela ». Donc un étudiant en médecine a beaucoup donné à la fac, mais a beaucoup donné aussi à l'hôpital, en travaillant à mi-temps pour un salaire de misère, c'est-à-dire finalement gratuitement, en se faisant exploiter. Malheureusement, toutes ces choses que doit subir l'étudiant en médecine ne lui donnent pas confiance en lui. Finalement, il se rend compte que c'est de pire en pire. Plus il apprend des choses, plus il se rend compte que le programme est vaste, plus il apprend des choses et plus il se rend compte que c'est trop vaste, et plus il se rend compte qu'il ne sait rien. En tout cas, il pense qu'il ne sait rien, alors qu'il sait déjà énormément de choses. Et cela lui donne de sacrés complexes pour la grande majorité d'entre eux. Complexes qui, en plus, deviennent plus grands parce qu'il est confronté, durant ses études, en stage, à des professeurs qui, eux, sont la crème de la médecine. Les professeurs, ce sont des gens qui ont donné leur vie pour être professeurs. Ils ont donné leur vie à la médecine pour être professeurs. Donc l'étudiant en médecine, le premier contact qu'il va avoir avec ses confrères, c'est souvent des professeurs qui savent énormément de choses par définition. Donc ça va accroître encore plus ce sentiment d'infériorité et de complexe qu'a l'étudiant en médecine. Et finalement, le futur médecin, parce que rares sont les médecins qui finiront professeurs. Et ça, c'est un vrai problème, parce que cette frustration et ce complexe d'avoir énormément de choses à apprendre va suivre le médecin jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle, en tout cas inconsciemment. Ce qui fait que le futur médecin aura du mal à s'affirmer, il aura du mal à avoir du caractère, il aura du mal à finalement s'imposer, à se faire respecter. Alors une minorité d'entre eux seront bien entendu des grosses gueules, une minorité d'entre eux vont prendre confiance. Donc, à la limite, pour certains, ils se prendront même pour ceux qu'ils ne sont pas. Mais la majorité du corps médical est actuellement fait de gens qui sont prêts à tout accepter et sont prêts finalement à se soumettre à tout ce qu'on leur imposera. Et on en reparlera, mais c'est, je pense, l'un des aspects du problème que nous trouvons actuellement dans l'hôpital français et aux urgences en particulier. Alors j'en reviens aux études en médecine. Je vous avais dit qu'il y avait finalement 3 phases dans le tronc commun des 6 premières années. Vous avez la première phase où l'étudiant n'étudie que dans les livres, c'est les 2 premières années. Vous avez une deuxième phase où l'étudiant étudie toujours dans les livres et à la fac bien entendu, et il a aussi un pied à l'hôpital, donc c'est 3e, 4e, 5e et 6e année, où il est externe en 4e, 5e et 6e année. Mais vous avez une 3e phase aussi, qui est le fameux concours de l'internat. Le concours de l'internat, c'est facile, c'est un concours à la fin de la 6e année, qu'il va définir la spécialité que choisira l'étudiant en médecine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un deuxième concours, entre ceux qui ont déjà réussi leur première année. Donc c'est le concours entre les meilleurs, et c'est ce classement-là qui définira la spécialité que pourra choisir l'étudiant en médecine à partir de la 7e année, c'est-à-dire lorsqu'il sera interne.
Quand il sera plus externe, il sera interne à partir de la 7e année. Bien entendu, c'est quand même un concours qui est quand même moins stressant pour l'étudiant en médecine parce qu'il sait que dans le pire des cas, il sera médecin. C'est-à-dire s'il est à la fin du classement, il sera quand même médecin généraliste. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la grande majorité des étudiants en médecine, ils veulent devenir spécialistes. D'autant plus que les stages qu'ils font à l'hôpital sont au sein de spécialités. Ils vont faire des stages en médecine, en chirurgie, en cardiologie, en pneumologie, etc. Et ils auront très peu à faire à des stages en médecine générale. En tout cas, à mon époque, nous n'avions pas de stage en médecine générale lorsqu'on était externe. Maintenant, ça commence à venir parce que la médecine générale est devenue une spécialité depuis peu. Néanmoins, dans l'inconscient collectif des médecins, les moins bons choisissent quand même la médecine générale. Donc c'est un concours, et imaginez bien que ceux qui ont énormément souffert et donné de leur temps en première année vont répéter cela en 6e année pour préparer leur concours de fin de 6e année pour être spécialistes plus tard. Certains préparent même leur concours d'internat dès la 4e année. Donc, il faut que vous vous mettiez à la place du profil de l'étudiant en médecine qui, en fait, ne s'arrête pas de travailler pendant 6 ans s'il est vraiment ambitieux. Et tous les étudiants en médecine sont ambitieux. Alors, certes, il y en aurait certains qui glanderont plus que d'autres, certains feront plus la fête, etc. Certains se lâchent, bien entendu. On a toujours en mémoire les fêtes d'étudiants en médecine, etc. Cela relève plus de la légende que de la réalité. L'étudiant en médecine, c'est plutôt un profil sage, qui travaille énormément et qui fait rarement la fête comme ça. Certains, oui, bien entendu, une minorité, oui, vont faire la fiesta, vont sortir tout le temps, mais ce sont des gens qui ont souvent un profil où ils ont la capacité de se mettre à travailler les semaines précédant les examens absolument hors du commun. Ce qu'il faut vous rendiez compte, c'est que le profil de l'étudiant en médecine, c'est le profil d'un gros travailleur. Ce sera un profil qui a été sélectionné pour apprendre des tas d'informations, pour recracher le cours du prof ou du livre, ou des recommandations, ou des derniers protocoles. C'est un profil de gros travailleur qui a une capacité hors du commun à vous recracher ce qu'on lui dit de cracher, suite à une masse de travail énorme. Mais malheureusement, et j'insiste bien sur ce point, les études de médecine n'apprennent pas à l'étudiant en médecine à réfléchir. L'étudiant en médecine, on ne lui a pas appris à faire la part des choses et à avoir l'esprit critique. Et l'esprit critique dans une société, dans la vie adulte, a fortiori lorsqu'on travaille en groupe, est une chose primordiale à avoir, est une chose primordiale à acquérir. Ce manque de réflexion de l'étudiant en médecine, disons que les études n'ayant pas été axées sur la capacité à avoir l'esprit critique, vont faire en sorte que le médecin, plus tard, n'aura pas le profil pour se rebeller. Il aura plutôt un profil à être soumis et n'aura pas le profil de rebelle, d'une façon générale. Et pour la majorité d'entre eux, le médecin, en France, est un travailleur d'une très grande qualité technique. Il va vous donner de très bons chirurgiens, de très bons gastro-entérologues, de très bons pneumologues, ça je ne dis pas le contraire. Ça sera d'excellents professionnels de santé, mais qui ne seront dans leur tête que des exécutants, alors que ce sont quand même des docteurs en médecine. Ce sont des gens qui ont fait les études les plus longues que l'on puisse faire en France. Ce sont des gens qui ont une place absolument primordiale dans la société. Et pourtant, la majorité des médecins vont se comporter comme des gens trop souvent dociles, voire soumis vis-à-vis de leur hiérarchie. La hiérarchie pour un médecin, c'est quoi? En fait, à la base, un médecin n'a pas de hiérarchie. Un médecin n'a pas de chef. Quand vous lisez un petit peu le serment d'Hippocrate,
et le code de déontologie, un médecin ne peut pas employer un autre médecin. Un médecin ne peut pas être le chef d'un autre médecin. Néanmoins, même si l'essence même de la médecine, c'est d'être libre, un médecin doit être libre, dans sa tête, depuis son plus jeune âge, le médecin n'est pas libre. Il n'est pas libre dans sa tête. Alors, quand il fait de la médecine libérale, lorsqu'il sera médecin généraliste, il sera soumis à qui? Il sera soumis à la sécurité sociale. Il sera soumis à l'ordre des médecins. Il sera en fait soumis à des tas de protocoles et de recos. Et il sera soumis à ces chefs qu'il avait lorsqu'il était étudiant en médecine, qu'il n'a plus, vu qu'il n'est plus étudiant en médecine. Et pour les médecins à l'hôpital, eh ben, ça sera des médecins soumis à leur chef de service. Un chef de service, donc c'est un peu le représentant des médecins dans un service hospitalier, mais ce n'est pas le chef des médecins. Chaque médecin, je le rappelle, est libre de soigner les gens comme il l'entend, en son âme et conscience. Il a la liberté, en son âme et conscience, de soigner les gens comme il l'entend. Et cette indépendance du médecin, même à l'hôpital, est trop souvent oubliée par la grande majorité des médecins hospitaliers. Donc ces médecins seront soumis à leur chef de service, qui lui-même, depuis déjà plusieurs années, est soumis à l'administration. Et les médecins, donc de facto à l'hôpital, sont soumis à l'administration hospitalière française, qui par définition n'est pas médecin. Et l'un des nœuds du problème, parce qu'il y en a tellement des nœuds dans ce problème des urgences, c'est que les médecins à l'hôpital doivent appliquer des consignes et des règles qui ne viennent pas d'eux. Et ceci est d'autant mieux accepté que le profil du médecin est un profil particulier, qui est d'accepter toutes les missions, toutes les tâches et tous les défis qu'on lui propose. Et cela dès son plus jeune âge, c'est-à-dire l'âge de la fac. Âge d'autant plus jeune qu'à cet âge-là, quand on choisit des études de soignant et a fortiori de médecine, on a un profil altruiste, rempli d'empathie, où l'on veut soigner son prochain, où l'on veut faire le bien. Bref, un profil où l'on est trop gentil. Et ce profil de trop gentil qu'a le médecin depuis son plus jeune âge va le suivre, va le hanter jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle. Et c'est, je pense, dans le cadre du système actuel que nous subissons en France, ça sera un véritable boulet pour lui finalement. Parce que c'est un petit peu le piège qui va se refermer sur lui. Le système sait que le médecin est gentil et travailleur, il va profiter de sa gentillesse et de son travail pour l'exploiter. Alors, jusque-là, on pourrait dire que le système s'en sort bien, finalement, en exploitant des gentils travailleurs très bien formés et de surcroît très efficaces. Néanmoins, la réalité prend toujours le dessus sur l'utopie. Et ce que nous allons subir cet été, c'est la réalité qui va prendre le dessus sur l'utopie. C'est-à-dire que tout ce que les soignants ont accepté jusqu'à maintenant, en fait, ils ne peuvent plus l'accepter. Et même quand on veut l'accepter et qu'on n'en peut plus, eh ben on craque, on se met en burn-out, on déprime, on démissionne, on ne vient plus, on se met en arrêt de travail, on ne veut plus revenir. Ce qui fait que là, c'est pas le manque de volonté des soignants qu'il va manquer. C'est un manque de soignants tout court, parce que beaucoup auront craqué. Soit dit en passant, juste comme ça, il se dit que durant les études de médecine, il y a à peu près 20% des étudiants en médecine qui craquent en chemin. C'est-à-dire entre ceux qui sont pris en première année et ceux qui ont leur thèse de docteur en médecine, il y en a 20% qui craquent en cours d'études. Et enfin, je parlerai de l'étudiant en médecine lorsqu'il est interne, c'est-à-dire à partir de la 7e année. Donc comme je vous l'ai dit, à la fin de la 6e année, on passe un concours. À la fin de ce concours que l'on appelle de l'internat, comme son nom l'indique,
on devient interne. Alors, on est interne, suivant son classement, dans plusieurs spécialités. On va choisir, par exemple, d'être ophtalmologue, on va choisir d'être stomatologue, on va choisir d'être dermatologue, on va choisir d'être chirurgien viscéral, chirurgien orthopédiste, hématologue, pneumologue, etc., etc., etc. C'est après le concours de l'internat que là, l'étudiant en médecine va choisir sa spécialité. Les six premières années, c'est le tronc commun, donc par définition, comme son nom l'indique, commun pour tous les étudiants en médecine. Et à partir de la 7e année, suivant le classement et suivant les souhaits des étudiants, là, l'étudiant en médecine va choisir sa spécialité. Donc c'est là que les choses sérieuses commencent au niveau technique pur. C'est-à-dire que c'est là que l'interne va apprendre son métier. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Et c'est là qu'on va rentrer dans les études pour être urgentiste. C'est quand on est interne que l'on commence à se préparer pour son futur métier de médecin urgentiste. Nous abordons maintenant la phase très importante pour le futur médecin, c'est son internat. L'internat, donc, c'est en fait le 3e cycle des études médicales. C'est, pour mieux comprendre, à partir de la 7e année en médecine. Là, les choses sérieuses commencent. C'est là que l'étudiant en médecine apprend vraiment son métier. C'est là qu'il devient vraiment médecin. C'est là qu'il peut vraiment soigner les gens presque tout seul, qu'il peut prescrire ses premiers traitements, médicaments, etc. C'est au cours de son internat que le médecin apprendra son futur métier. Là, à l'internat, l'étudiant en médecine, parce qu'il reste officiellement encore étudiant en médecine, même s'il est plutôt étiqueté médecin, l'étudiant interne ne va plus à la fac. Il ne va plus du tout à la fac. Il a encore certains cours comme ça, des cours avec présence obligatoire, des cours de communication, de ressenti, de relations médecin-malade. Bref, ce ne sont plus des cours vraiment de sciences, ce ne sont plus des cours de médecine, c'est-à-dire la médecine en elle-même sémiologique pour vraiment apprendre à soigner les gens. Ce sont plus des cours pour mieux gérer le patient, la relation avec le patient, avec ses futurs confrères, etc. Mais ce ne sont plus des cours fondamentaux de fac comme il avait lors de ses 6 premières années. Par contre, lorsqu'il est interne, il est surtout à l'hôpital et sa vie se passe à l'hôpital. Alors, autant les 6 premières années de fac, il a déjà bien donné. Lorsque l'interne est interne, là, il sait ce que c'est que travailler. Je vous rassure, il n'est pas aux 35 heures. En tout cas, à mon époque, on n'était absolument pas aux 35 heures. Depuis, il y a des lois sociales qui sont venues pour protéger un petit peu les internes, parce qu'à une époque, ils étaient, c'est vrai, vraiment exploités à l'hôpital. Maintenant, c'est un peu moins. Néanmoins, les internes, suivant les spécialités, bien entendu, travaillent entre 50 et 60 heures par semaine à peu près. Ils sont officiellement aux 35 heures, je pense, d'après ce que mes internes m'avaient dit, mais en pratique, ils sont plus souvent 40, 50, 60 heures à l'hôpital, et cela entre 3 et 6 ans. L'interne donc est déjà un bac plus 7. Il travaille 40 à 50 heures par semaine et il n'a qu'un salaire de 1 500 € net par mois. Avec les gardes, il peut grimper jusqu'à 2000, mais guère au-delà. Donc lorsqu'il est en 8e année, donc interne, à partir du 3e semestre, il peut être à 1600, puis 1700 €. Mais on pratique un interne qui est déjà un médecin, on va dire, de qualité, parce que bien formé durant ses 6 premières années. C'est quand même un travailleur qui va gagner très mal sa vie au regard du travail qu'il va fournir à l'hôpital. Tous les internes sont dans des services hospitaliers. Cette fois-ci, ne sont plus dans les CHU des grandes villes, mais ils peuvent aller exercer dans tous les hôpitaux de France, en tout cas les hôpitaux qui reçoivent les internes. Par exemple, je ne sais pas moi, au CHU de Toulouse, l'externe fera ses stages à Toulouse, mais il pourra être interne à Albi,
à Rodez, dans plein de villes comme ça, autour de Toulouse. Cet interne, c'est lui qui va faire tourner les hôpitaux en France, d'une façon générale, hein, parce que sans les internes, les hôpitaux, déjà qui sont en très grande souffrance, là, ne tourneraient absolument plus. L'interne est en fait un médecin travaillant à l'hôpital, sous-payé, central, travaillant énormément d'heures. Il est théoriquement en formation, souvent en pratique, c'est un travailleur. Donc ça, c'est l'interne. L'interne, vous savez, il y a un vieil adage, une vieille blague que l'on se disait lorsque j'étais à la fac. Quels sont les deux ions préférés de l'interne? C'est soufre et potasse. Voilà, soufre et potasse des livres. Voilà. Parce qu'en même temps, bien entendu, l'interne doit préparer sa thèse, doit préparer un mémoire, donc il doit repotasser des livres. Et ça commence à faire long pour lui. Parce qu'il est déjà en 7e année, 8e année, 9e année, 10e année. Donc il est déjà à bac plus 10, plus 11. Il gagne péniblement ses 2000 euros par mois, alors qu'il a peut-être des amis d'enfance qui, eux, ont déjà fini leurs études par ailleurs, pour être ingénieur ou avocat ou autre chose. Donc l'interne, là, commence à trouver le temps long parce qu'il voit certains de ses amis déjà avoir un bon métier ou bien gagner leur vie ou prendre leur premier crédit immobilier, alors que l'interne, lui, il est toujours à l'hôpital, toujours exploité, toujours dégradé, toujours un petit peu soumis. Et surtout, on lui fait savoir qu'il est toujours, certes, c'est moins une merde que lorsqu'il était externe, mais en tout cas, il reste encore bien exploité et bien sous-estimé. Donc l'interne fera des stages de 6 mois, c'est-à-dire des semestres, suivant sa spécialité bien entendu. Un interne en chirurgie fera des semestres en chirurgie, un interne en cardiologie fera des semestres en cardiologie, un interne en oncologie fera plutôt des stages en cancérologie, etc., etc. Il y a une spécificité, on va dire, c'est pour l'interne en médecine générale. En fait, chez les médecins, il y a deux groupes chez les internes. Il y a les internes de spécialité et les internes en médecine générale. Ce n'est pas exactement le même internat. Même si la médecine générale est considérée comme une spécialité depuis quelques années, ce n'est pas réellement une spécialité parce que par définition, la médecine générale est une spécialité transversale. C'est une façon transversale de soigner les gens. Alors qu'une spécialité, c'est vraiment pointu, c'est pour un organe précis. Cardiologie, pneumologie, néphrologie, etc. Les internes en médecine générale, eux, feront des stages chez le médecin généraliste, donc chez un médecin généraliste installé en ville, et ils feront aussi des stages, bien entendu, à l'hôpital. Donc l'interne en médecine générale a 3 ans d'internat, donc 6 semestres. Dans les 6 semestres, il fera au minimum un semestre aux urgences, on en revient, et il fera 1 à 2 semestres, je ne me souviens plus exactement, chez un médecin généraliste, et il fera des semestres en gynéco-obstétrique, donc pour apprendre à faire les accouchements, ou voilà, à suivre la femme enceinte ou la gynécologie de ville, et il fera aussi un stage en pédiatrie pour apprendre à soigner les enfants. Voilà, la seule spécificité de l'internat en médecine générale, c'est que l'interne en médecine générale fera des stages en ville chez des médecins libéraux, alors que pour les autres spécialités, les semestres se feront exclusivement à l'hôpital. Donc, suivant les spécialités choisies par les internes, donc, cet internat sera conclu par un mémoire que devra soutenir l'interne, donc, un mémoire qui lui prend quelques mois de travail, soutenu devant un jury, mais surtout, ce qui clôture les études de médecine, c'est la thèse de doctorat en médecine. Cette thèse-là est un travail qui prend entre 6 mois et 2 ans, suivant le travail présenté ou le thème choisi.
Et la présentation de la thèse de médecine, c'est le moment, c'est en fait l'aboutissement de toutes les études en médecine. C'est un moment qui est très important pour le médecin, parce que par définition, c'est quand on est enfin docteur en médecine que l'on peut s'installer comme médecin libéral, qu'on peut travailler dans une clinique, s'installer en ville, ce qu'on appelle visser sa plaque. C'est quand on est docteur en médecine que si on décide de rester à l'hôpital, on devient senior, on devient chef. Le salaire change, bien entendu, et les responsabilités aussi. La soutenance de thèse est un moment solennel, presque mystique pour l'étudiant en médecine, parce que, outre la soutenance de thèse devant un jury de 4-5 professeurs, c'est souvent le cas, il y a la phrase finale qui est le serment d'Hippocrate, que doit lire tout médecin soutenant sa thèse. C'est un moment important parce qu'on rentre dans la communauté, dans le cercle, on rentre dans le groupe des médecins. Voilà. C'est un moment où finalement on peut dire qu'on se sent appartenir à une certaine corporation. Bref, on est docteur en médecine. Et c'est quand on est docteur en médecine que l'on devient libre, indépendant, mais que l'on ne peut surtout pas critiquer ses pairs. On ne peut pas critiquer un confrère, on doit se soutenir entre confrères. Bref, on appartient à la grande famille des médecins. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin. Hein. Lorsqu'on est docteur en médecine, on l'est au fond de soi. C'est-à-dire que même quand on a fini son travail, on reste quand même docteur. On reste docteur dans la vie. On reste docteur auprès de sa famille. On reste docteur auprès de ses proches, auprès de ses amis. On donne des conseils. On est enfin crédible. On est crédible. On peut sauver bien entendu des gens. On peut secourir des gens dans la rue, les inconnus. On est dans l'obligation de secourir les gens. Sinon, c'est de la non-assistance à personne en danger. Donc on est docteur à vie. On est docteur dans sa vie. On est docteur pour ses voisins, pour ses amis, pour celui qui vous a vu, pour celui qui vous connaît, pour l'ami d'un ami ou pour ses propres enfants. Donc, comme vous le voyez, les études de médecine sont des études très longues. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous parler longtemps sur les études en médecine, même si vous pensez que c'est un peu rébarbatif, un peu lourd, ou que je me répète. Probablement, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas journaliste. Je vous dis juste ce que je ressens et je vous explique surtout ce qu'est être médecin. Tout ça pour vous dire que un médecin, ça se respecte. Si j'insiste sur ça, c'est que non seulement un médecin, il se respecte parce qu'il respecte ses patients, mais un médecin, il se respecte parce que il vous soigne, il vous écoute, il essaye de vous comprendre, il vous soulage. Il essaye de faire en sorte que la vie, que la tragédie de la vie, soit un peu plus soutenable. Même si nous traversons une époque moderne de luxe, de consommation à outrance, de voyages, de loisirs, où on ne pense plus à la souffrance physique, à la faim, à la mort même. Il ne faut pas oublier que quand les choses se passent moins bien, eh ben, c'est le médecin que l'on voit. Je dirais que la dernière personne que l'on voit, on va dire, en dehors de sa famille, dans sa vie, c'est finalement un médecin. Autant la personne que l'on voit le premier jour de sa vie, c'est la sage-femme qui vous accouche.
Je pense que toutes les personnes âgées ou ceux qui sont à la fin de leur vie, ils voient surtout un médecin à la fin de leur vie. Si j'insiste sur le respect du médecin, c'est que ce qui se passe aux urgences en France actuellement, la souffrance de tous les urgentistes et des gens qui travaillent aux urgences, c'est aussi le fait que je pense que le citoyen lambda, le patient ou celui qui est malade, qui nécessite des soins, ne respecte plus le médecin. Ou en tout cas, ne pense pas assez à lui. Alors c'est peut-être le fruit d'une société individualiste, je dirais même voire égoïste, où tous les gens pensent surtout à leur petite personne ou à leur petit cercle familial, où le sens collectif est perdu en France depuis déjà bien longtemps. Le problème, c'est que ce changement de société, occidentale surtout, transpire sur l'ambiance qui s'écoule aux urgences. Parce que c'est parce que les gens ne respectent pas le médecin qu'ils vont se présenter à n'importe quelle heure. C'est parce que les gens ne respectent pas le médecin qu'ils vont le voir pour n'importe quoi. Et ce qui fait souffrir le médecin, entre autres aux urgences, c'est de voir tous ces gens qui se présentent aux urgences alors que ce n'est pas une vraie urgence et surtout à des heures qui ne sont pas possibles. Je ne dis pas qu'il faut écouter, qu'il ne faut pas écouter la souffrance des gens, mais il faut que les gens essayent de se mettre un petit peu à la place du médecin des urgences et évitent de surcharger les urgences pour rien. Si j'ai insisté énormément sur les études et le parcours du médecin en général et du médecin urgentiste en particulier, mais là on en est encore à la phase du docteur en général, de la vision du docteur, de ses études. Si j'insiste autant sur ça, c'est que je pense qu'il faut absolument que la société française épargne les médecins très rapidement avant que le système implose, avant que les soignants surchargés en deviennent maltraitants envers les patients. Parce que c'est ce qui commence à arriver à l'hôpital public français. Et c'est ce qui commence à arriver aux urgences en France. On commence à déceler un début de maltraitance de la part des soignants, non pas maltraitance physique, mais maltraitance déjà verbale, une certaine lassitude, un certain ennui, moins de bienveillance, moins de sourire. Tout cela, je voudrais insister sur le fait que on n'est pas soignant par hasard. On n'est pas docteur par hasard. C'est un investissement énorme qui certes est là pour soigner les gens, qui est bienveillant. Néanmoins, le moindre retour des patients, c'est d'essayer d'épargner au maximum un médecin qui est déjà surchargé de travail. Je pense me souvenir qu'il fut une époque, il y a 40 ou 50 ans, lorsque j'étais enfant, où déranger un médecin la nuit était absolument inenvisageable. Ou alors vraiment, il fallait que ça soit grave. Ou alors vraiment, il fallait que la mort soit imminente ou que vraiment on ne puisse plus faire autrement. C'était peut-être un peu exagéré à l'époque, mais maintenant, nous avons l'effet inverse. En tout cas, pour cette première vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que pour ceux qui étaient totalement extérieurs au métier de docteur en médecine, j'espère que vous savez un petit peu mieux maintenant ce que c'est qu'un médecin. Et pour les prochaines vidéos, vous saurez exactement ce qu'est un urgentiste et vous saurez exactement ce qui se passe aux urgences. Je vous dis à très bientôt et je reviendrai très très vite.